d'abord l'actualité de marché du jour qui est marquée par une série de statistiques chinoises portant sur le premier trimestre et sur le mois de mars, spécifiquement publiées il y a quelques heures, la nuit dernière. Nous en parlons avec Juliette Cohen, avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. On a donc à l'occasion de cette publication de ces statistiques chinoises la première vérité des chiffres, d'une certaine manière, des chiffres un peu durs venant de l'Office statistique chinois, bien sûr, qui permettent de quantifier un petit peu la reprise économique que tout le monde attendait en Chine, Juliette, qui semble plutôt meilleure que prévu. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui, tout à fait. Le rebond, la croissance est plus fort que ce qui était anticipé par le marché, puisqu'en rythme trimestriel, c'est une progression de plus 2,2% sur le premier trimestre 2023. C'était 0,6% au quatrième trimestre 2022. Et ça confirme aussi ce qu'on avait déjà dans les enquêtes de conjoncture et dans les chiffres des mois précédents, c'est que ce rebond, il est tiré par la consommation des ménages. Les ventes au détail, vous l'évoquiez, étaient très, très fortes. Elles progressent de 10,6% sur un an. Donc, il y a une vraie accélération de la consommation des ménages. Ça s'explique par l'énorme épargne qui a été accumulée pendant la crise Covid. C'est vrai que le pays a été fermé pendant 3 ans. Donc, une épargne contrainte s'est formée pendant cette période très longue. Et aujourd'hui, ça laisse des marges de manœuvre aux ménages chinois pour consommer. Et on le voit qu'ils l'ont fait largement. Il faut donc imaginer que cette reprise chinoise sera aussi une reprise progressive qui peut gagner encore en puissance, en intensité sur les prochains mois et les prochains trimestres, Juliette ? Oui, tout à fait. C'est vrai que le premier déclenchement, c'est évidemment le redémarrage très fort de cette consommation. Mais quand on regarde le secteur industriel, et c'était déjà quelque chose qu'on pressentait quand on regardait les enquêtes de conjoncture, c'est plus lent. Et même, c'était légèrement en dessous de ce qui était attendu pour la progression de la production industrielle. On est à 3,9% en glissement annuel. Donc ça progresse, mais à un rythme plus mesuré, et ça laisse attendre donc une progression qui sera plus graduelle dans les prochains trimestres de cette production industrielle. Et quand on voit aussi les chiffres d'investissement, ils progressent, mais ils ont tendance à ralentir dans certains domaines, et on voit encore que l'investissement immobilier est toujours en zone de contraction. Donc là aussi, il y a un potentiel de rattrapage dans les trimestres à venir. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation par rapport à l'objectif officiel d'une croissance autour de 5% pour cette année 2023 en Chine, Juliette? Je crois qu'on a le chiffre du PIB du quatrième trimestre a été révisé en séquentiel. On passe de 0 à 0,6% avec les 2,2% de croissance trimestrielle au premier trimestre. Ça nous donne un acquis de croissance qui est d'un peu moins de 4%, je crois, pour l'économie chinoise à ce stade pour 2023. Juliette, il y a une petite marche encore à franchir de ce point de vue-là, mais l'objectif d'autour de 5% semble parfaitement atteignable à ce stade ? Oui, tout à fait. Il semble parfaitement atteignable, d'autant plus qu'on a vu que du côté des autorités chinoises, il y avait aussi la volonté d'avoir un peu plus de soutien à l'économie. On l'a vu dans les chiffres du crédit et des financements à l'économie qui ont été en forte hausse sur les mois précédents. Donc ça aussi, c'est des éléments qui peuvent contribuer à soutenir l'activité dans les mois et trimestres qui viennent. Donc on pense évidemment que on devrait être au-dessus de l'objectif de croissance du gouvernement chinois. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'intensité inflationniste de cette reprise chinoise tirée par la consommation pour le reste du monde, Juliette, sachant que du côté des marchés de matières premières, on observe quand même un petit renversement de tendance depuis quelques semaines, depuis le début du mois d'avril, avec des indices de matières premières emmenés par le pétrole qui sont en train de repartir à la hausse. Alors, il y a eu bien sûr la décision de l'OPEP+, mais tout le monde se demande si la reprise chinoise va participer, ou participe déjà peut-être, à tirer à nouveau le compartiment des matières premières à la hausse.
Alors, ça peut évidemment contribuer à faire progresser les prix, mais comme cette reprise de la production industrielle se fait de façon relativement graduelle, ça risque d'être aussi une progression qui se fera de façon mesurée. On note quand même déjà sur février et mars un rebond des importations chinoises, notamment de pétrole, de minerais de fer. Donc là aussi, on voit qu'on est dans une dynamique croissante. Mais là encore, tant que cette reprise industrielle se fait de façon modérée, on ne devrait pas avoir un impact sur les prix trop violent. Ça nous amène à dire un mot peut-être des prochaines décisions de politique monétaire concernant la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Les réunions se tiendront début mai pour ces deux banques centrales. Juliette, le marché se prépare à une séquence de divergence qui durera peut-être quelques mois ou plus, je ne sais pas, entre une Fed qui semble avoir beaucoup moins d'appétit désormais pour monter ses taux au-delà de la prochaine décision, quand la BCE, elle, semble condamnée à continuer de rattraper d'une certaine manière son retard. Quelle forme peut prendre cette divergence, jusqu'où, et quelles peuvent être les implications en termes de marché ? Oui, on voit que pour la Fed, on va soit vers une hausse de 25 points de base, soit pas de hausse en mai. On a eu plutôt des bonnes surprises du côté de l'inflation sur le dernier chiffre. Et puis, on a ces prix du logement qui vont contribuer à la baisse de l'inflation dans les mois qui viennent. Donc, on voit qu'on est quand même dans un cycle qui est relativement bien engagé. Côté européen, c'est plus compliqué puisque l'inflation totale baisse, certes, mais l'inflation sous-jacente, elle, a continué à progresser sur les derniers mois et la visibilité est beaucoup moins nette sur l'atteinte du pic sur cette inflation sous-jacente. Donc la BCE va encore monter ses taux. On a vu sur les derniers discours des banquiers centraux que c'était plutôt le ton hawkish qui l'emportait. 25 BP semble je dirais le scénario central pour le mois de mai, mais on a encore, après ce mouvement de mai, potentiellement encore 2 hausses de taux à venir et je dirais un pic dans l'atteinte du taux terminal pas avant l'été pour la BCE. Donc on a cette divergence qui va se créer à compter de mai. Qu'est-ce que ça implique pour le marché ? Est-ce que ça veut dire un marché obligataire en Europe moins stable pour quelques temps encore par rapport au marché obligataire américain ? Sur l'euro-dollar, on sent qu'il y a peut-être de l'appétit là aussi pour jouer cette séquence de divergence ? Oui, c'est à court terme, c'est favorable à l'euro et c'est notre sentiment. Côté obligataire, on voit qu'il y a quand même énormément de volatilité sur les derniers jours et c'est compliqué puisque on est à la fois dans un cycle de normalisation qui se poursuit et en même temps le marché scrute le risque de récession et on voit qu'on a quand même des anticipations de baisse de taux qui sont assez rapides après l'atteinte du pic. Et donc cette incertitude forte entre une inflation élevée et le risque ou pas de récession crée beaucoup de volatilité sur le marché obligataire. Comment on explique d'ailleurs qu'on puisse avoir une volatilité obligataire aussi élevée ? Je crois qu'on a connu une volatilité obligataire plus élevée uniquement lors de la phase de crise, de la grande crise financière de 2007-2009, Juliette, alors que la volatilité action, alors, n'est pas au plus bas historique, mais ne cesse de chuter depuis un mois et l'épisode de stress bancaire du mois de mars. Oui, tout à fait. On voit vraiment qu'il y a que côté action, c'est beaucoup plus calme que côté obligataire. Mais je crois que c'est vraiment dans cette profonde incertitude entre d'un côté une inflation qui reste élevée, et puis on avait cette crainte de récession et à laquelle le marché croit et on voit
pourtant les chiffres macro qui ont plutôt tendance à résister et cette résilience de l'économie est assez a plutôt tendance à surprendre. Hein. Ouais. Quand on voit déjà le cycle de hausse de taux qui a eu lieu sur les mois récents. Ouais, deux régimes de marché, hein, effectivement, entre ce qu'on observe du côté obligataire, avec une volatilité toujours très élevée, des messages qu'on peut retirer du marché obligataire qui ne sont pas forcément des messages très encourageants sur la croissance demain, alors que le marché action, lui, effectivement, reste dans une dynamique beaucoup plus positive. On le voit encore aujourd'hui avec une séance de hausse actuellement en Europe. Merci beaucoup, Juliette. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste de CPR Asset Management.